We're on. Don't show them. Okay. On y va? Vas-y. You're on and Yeah, try okay. to be in front of the camera. Okay, well, thank you everybody for being here tonight. I represent Algolia, so we're merely hosting the meetup tonight. These are our offices, and we're really happy to have you here. So just a quick words on Algolia, what it is we do. We are a hosted search API. So that means that we have a search engine behind an API. And what we really do is we help our clients give great search experiences to their customers. So if you've seen Twitch, Periscope, or Medium, when you search in those search bars, that's our technology behind it. What our clients buy are speed and relevancy. So we have response times that are under 100 milliseconds. And so relevancy, the client can choose how, what's important and what they want to surface to the top of the search. Ease of integration and ease of maintenance. So those are the key selling proposition of Algolia. We have 2,500 paying customers, and I've mentioned a few of them, LVMH, Babacar. We are always recruiting, we're always looking for talent, so please feel free to apply online. And we're always looking for clients as well. So if you have a website and you want to use Algolia, feel free to go and check it out. I'm going to hand over to Igor and Frank here. Just a few logistic stuff is we use this to ask questions. And that way your voice and your question will be recorded on the video. And voila. Thank you very much. Thank you. Merci. Alors, Un grand merci à Algolia donc, de nous accueillir ce soir. Donc, bienvenue à ce meet-up. Tu t'appelles? Je m'appelle Franck Bardol. Et moi, je m'appelle Igor Caro. Voilà. C'est le combien régulier? 64e. Non, ouais. Ah, 7e de la saison. 7e de la saison. On a encore beaucoup de hors-série qui sont en train de se passer. Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, j'ai un petit truc à dire. Et après, on va sur présentation. Pas d'annonce. Pas d'annonce? Ok. Il y aura des annonces. Me concernant, je veux dire. Voilà. Ok, donc je reviens de Bercy. Fujitsu a décidé de créer un centre de recherche et développement ici en France sur l'IA. Voilà, donc c'était une news d'il y a 20 minutes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est on va parler directement à Katia Hoffman, qui se trouve à Microsoft Research à Cambridge, le vrai Cambridge, celui qui est en Angleterre, pas celui qui est de l'autre côté de voilà. Et on va essayer de faire en sorte que l'expérience sonore soit la meilleure possible pour tous les gens qui sont sur le streaming. Donc on est sur streaming. Merci d'avoir changé vos RSVP en nom si vous n'êtes pas venu. Si vous n'êtes pas venu, okay, that's an interesting microphone you have here. Et on va commencer relativement vite avec Katia, puisqu'elle nous attend depuis quelques temps maintenant. Et puis après, on aura donc trois autres présentations. Deux présentations sur le feature engineering et une autre, c'est Katia. Ouais. D'accord, ok. Ok, on fait ça alors. Alors, on essaie de revenir sur la présentation, alors sur l'icône. Katia, Katia, can you hear us? Yes, loud and clear. Okay, now the question is, hold on, can you speak a little bit? We need to figure out exactly if the sound is going to be good for the people in the crowd. Bonsoir. It's a great pleasure to virtually be with you today. Thank you very much for the invitation. I'm sorry I cannot be there in person. Okay, that was great. So what we're going to do is shut up so that I'm going to mute myself and you can begin your presentation from about now. As soon as you see the mute on my side, please, it's your show. See the slides? Yes, we can. Yes, we can. Great, fantastic. Well, so thank you all very much for inviting me and coming to the presentation. What I will present today is Project Malmo. Project Malmo is a test bed for AI experimentation, and it's a tool for asking questions about how to develop the future of AI. I'm sure one of the reasons that you're here today is
that you are aware of the incredible progress that has been made in machine learning and artificial intelligence over the past couple of years. We now have machines that can recognize thousands of objects, that can recognize human language in real time and translate it to other languages. So it's a really exhilarating period of time. And the key question is, how far can we actually push this? And how much progress can we make in developing future AI technology? Now, trying to invent the future is, of course, very complicated. So one of the key ingredients that is necessary is a tool that allows us to ask the right question. And that is exactly how I see Project Malmo. I see it as a tool for asking questions about where to take artificial intelligence. The first question, of course, is what is intelligence and what are we trying to solve here? And this is very much a question that is still very hotly debated and that we have no consensus on in the research community. My current working definition of intelligence is the one that Legg and Hutter proposed in 2006, and they proposed the definition that intelligence measures an agent's ability to achieve goals in a wide range of environments. Now, if we want to develop artificial intelligence, then I see two key components here in this definition. The first key component is this ability to achieve goals. So that implies having an agent that interacts with some environment that can interactively take in information, make decisions, and act in the environment in order to achieve its goals. There's also the second component about acting in a wide range of environments. So this is really about flexibility. It is about being able to develop an agent or an architecture that is able to learn to achieve a wide variety of goals and that continues to learn as it interacts with its environment. Now, these two components, flexibility and interactive decision-making, pose some key challenges in experimentation. So if we want to go beyond, for example, supervised machine learning towards agents that can actually interactively learn to interact with their environment, we need a new set of tools for measuring progress. This idea of measuring progress is what I see as fundamental to scientific research. In a wide variety of disciplines, we have seen that once the right tools were invented for measuring progress or observing new phenomena, we saw very rapid progress in those areas. And that ranges from astronomy to physics to a wide range of other disciplines. Now, in artificial intelligence, it's actually very hard to measure progress. As you saw, there is no agreed upon definition even of what we are trying to achieve. So it's even harder to come up with an idea of what to measure. As a approach to tackling this very hard conundrum, we are proposing to use a platform that allows us to very rapidly ask questions, test hypotheses, and in such a way that it allows us to start measuring progress in this area. Now, why is Minecraft such a fantastic platform for doing AI experimentation, for allowing this asking questions? I don't know how many people here are familiar with Minecraft, and because it's a little hard to ask this question remotely, I just assume that maybe half of you have kids who have played Minecraft, and maybe the other half has at least heard of the game. But just for those who haven't been able to play Minecraft before, it's an open-ended game where players explore, create, socialize. It's what's called a sandbox game that players enter. There's no predefined goal, so people can go in and play this game in whatever way they want. For example, one thing I like to do in there is just go travel to some mountainous region and watch a sunset. And I really like building tree houses in Minecraft. So you can really come up with anything that you want to do. This open-ended nature of the game makes it both very attractive for human players. It really allows people to be creative and explore new kind of worlds and new kinds of games. But it also allows us to build an AI experimentation platform on top of this game that presents an infinite variety of tasks that we can construct for AI agents. As a result of this allows us to take the platform we have developed, implement simple tasks that we can address using current technology, and then we can gradually build up the complexity towards environments that provide a huge amount of flexibility in terms of the tasks we want an AI agent to achieve.
In addition to that, this world can be shared with other players, so we can easily generate environments in which human and AIs interact with each other. Both AI and humans can experience this world from a first-person perspective, and this allows us to develop agent technology that can learn to interact with a complex environment, including environments that they share with people. Now, what is needed on top of Minecraft? So Minecraft is already this fantastic game that provides this variety, but what was needed in order to unlock its potential for AI experimentation was an ability to very easily connect AI agents into this environment and to develop tasks that allow us to benchmark algorithms and reproduce others' results. Exactly this piece of connectivity is what Project Malmo provides. So Project Malmo is a platform for AI experimentation that is built on top of Minecraft to make it as easy as possible to construct experiments and integrate agents into this environment in order to develop new AI technology. In the next couple of slides, I want to briefly show two use cases on how to get started using Malmo for AI experimentation. And after that, I will briefly touch on the research challenges, or some of the research challenges that can be addressed, and some of those that we are currently addressing here in the team. So let's look at the key use cases and design principles that guided us when developing Project Malmo. As I already mentioned, we wanted to make it as easy as possible to connect AI agents into the game. There was an important balance to strike here between having an API that is powerful but also intuitive. And I think our team has done a fantastic job in achieving this. We also needed to provide researchers with the tools for creating tasks, building on existing Minecraft capabilities. And finally, the platform is built for extensions and novel users. As I already mentioned, the platform is available as open source online, so people can go and change it or extend it and adjust it to the needs they have for their particular experiments that they want to run. We made huge effort to make the platform as easily accessible as possible. So we are providing a platform that is cross-language. You can implement agents in Java, .NET languages, C, C++, Python, etc. And it's also completely cross-platform. So it runs on Windows, Linux, and macOS. Very briefly, Malmo consists of the following components. When you start up Malmo, you start up the actual Minecraft game. Inside the Minecraft game, there is a client-server architecture, and each agent would connect to one of the Minecraft clients. This is done via a mod that hooks into Minecraft, and the mod is really key to exposing the state of the Minecraft world to the agent and getting back the commands to send to the Minecraft world. So on top of this mod sits the API that the user code actually interacts with, and this API would be called to get observations about the environment, etc. So let's look at two simple examples of how to use Project Malmo. So this is really the 101 tutorial of how to develop agents in the Minecraft world using Minecraft. The fundamental idea is that we want to have an agent that interacts with the environment, and we can think of this interaction as an interactive loop. If you're familiar with reinforcement learning, this must look very, very familiar to you. Very briefly, an agent interacts with the world by taking actions and then observing observations and rewards about the environment. So in this way, we can abstract all situations where an agent takes an action, then observes the consequences of its actions and tries to learn from those. Now let me show you what this looks like in Python. So here we have a very short setup where a very simple agent would enter a basic Minecraft world, and as you can see down here, it is interacting with the world while the world is running. It is collecting some rewards and observations, but for now the agent will just ignore those rewards and observations, and instead it will just move, turn, and jump. And there you go. Very, very easily, you have an agent that moves, turns, and jumps in a plain, basic Minecraft world.
Now, of course, well, jumping is only so much fun when there's nothing to jump over. So let's look at how to actually create a task to make this environment a bit more interesting. There are two ways in which researchers can create tasks in Project Malmo. The first one that we take as recommended is using a mission XML file. And the key idea behind using this programming language independent XML file is that this should make it easy for researchers to exchange their task setup. So let's say someone runs experiments with a specific task that is defined in an XML file, then we can simply exchange this mission definition XML to enable others to run their agents on the same task. And this is what I focus on in this talk here. I've abbreviated the XML here a little bit to just cut to the key ingredients that that allow us to turn this into, for example, a task for a reinforcement learning agent. The key ingredients here are what's called the agent handlers. And for each agent that interacts with the environment, this agent handler allows us to specify what observation the agent should get from the environment. So for example, does the agent see purely the pixel frames from a first-person perspective, or does it get a more symbolic view of the world, or should it additionally get, for example, chat messages so it can communicate with other agents? So this is the observations, what the agent sees about the world. In addition to that, we can specify an action space. So we can allow agents to move either in discrete or continuous space, and this is important for connecting, for example, to certain parts of the reinforcement learning literature. Finally, we need to specify the reward structure. So in the setup that we have chosen, the researcher can associate specific rewards with a wide variety of conditions in the environment. So for example, there could be negative rewards for taking steps in the environment or for taking an action. There could be positive rewards for collecting certain items or for finishing on a goal block. So in the example here, we see a basic implementation of a canonical task in the reinforcement learning literature. It's called cliff walking, and it's based on the cliff walking task in the Sutton and Bartow reinforcement learning book. The task here is quite simple. An agent starts on a starting block in a cliff that is surrounded by lava, and the goal is to have the agent navigate to the blue goal block at the end. So if the agent touches the goal block, it gets a positive reward. If it dies in lava, it gets a negative reward. And there is a small per step negative reward to encourage the agent to find a short path towards the goal. Now, from these simple components, this ability to construct tasks using the simple XML language, combined with the power of the Minecraft game, we can construct an infinite variety of different AI tasks. And this opens up key research challenges. In the next couple of slides, I will give a very, very brief overview of some of the starting points for doing, for example, reinforcement learning research using Project Malmo, and then I will provide some pointers to some of the work that we're currently doing. Right? So we have just seen this very simple cliff walking task, and I was mentioning that this is one of the canonical tasks in reinforcement learning. There's also a very effective solution to this particular task, and it's called tabular Q-learning. And this example is provided with the Malmo platform. So if you check out the Malmo platform, you can actually go in and try to run this and have an agent that learns to navigate to the goal block very quickly. The idea here is that the observations that the agent receives are a tabular representation of the environment. So in the view on the right, in the Q, you can see an illustration of what's called the Q table, a representation of the states that an agent has explored so far, and its estimated value of taking an action in a particular state. So you can see for the starting state, when the agent has just started to explore its environment, it may know only a single state. And so far, it maybe has learned that walking forward from the start block is a bad idea. It gives negative reward. And walking off to the sides, maybe it doesn't have, it hasn't collected much information yet.
So the key challenges in reinforcement learning are that the agent needs to not only learn about how to, what actions are useful in its environment, it also needs to explore. So only when it reaches a block next to the goal block can it actually explore which action is a promising action in that particular state. So a key challenge is balancing this exploration of learning something new with exploitation of what the agent has already learned. We can see here in the example that we have implemented here, we are using tabular Q-learning with epsilon greedy exploration, which means that some small portion of the time the agent would take an action at random, and the remainder of the time it takes the action that it judges as the most beneficial so far. And this simple algorithm allows the agent to continuously learn about its environment. You can see all the way on the right how the agent has already explored a larger part of its environment, and it's slowly learning about the reward structure that is associated with taking actions in this environment. And now if we run this algorithm for about 10 minutes, we successfully train an agent that navigates this environment all the way to the goal, as you can see over here. You can also see on the left there that the Q table, the representation that the agent has learned, has evolved or has been updated so that the most promising states have the highest reward estimates in accordance to the rewards that the agent has actually perceived. And it's really key to this algorithm to propagate information about rewards collected on future states back to the earlier states so that the agent actually finds a path to a promising goal state. Now, a key limitation of algorithms with tabular representation is around generalization. Now, on the one hand, these algorithms can be very effective. So, for example, if I can give a suitable representation for solving a given task, such as the tabular structure here, I can get an agent that learns to achieve this task very, very quickly in about 10 minutes of learning or about 100 episodes. However, as those tasks become bigger and maybe there are certain regularities that could be exploited for learning, the agent wouldn't be able to generalize over that. It would have to explore from scratch in every new state that it encounters. This ability to generalize was what's key to the success of deep reinforcement learning that has been so impressively demonstrated over the past 2 or 3 years. For example, in solving Atari games or learning to play Atari games at human ability. And we can apply similar algorithms here in Project Malmo. So here I'm showing an example of applying deep reinforcement learning to this task of navigating this room with some lava to successfully navigate to the beacon shown in the top left corner of the screen. What I'm showing here is a screenshot where an agent has already learned to navigate this environment, and you can see a representation of the Q values where it can judge that taking a forward action, taking a forward move when it's facing lava is a bad idea. So to just this, here's an agent that has learned to actually look around itself to collect the right visual information that allows it to navigate to the goal. And with generalization using deep neural networks, we can ensure that an agent can successfully find its way even when the configuration of lava is changing, something that wouldn't have been possible using, for example, tabular approaches. Now, with deep reinforcement learning, we have seen that agents can successfully generalize even in complex environments using only visual information. A key limitation at the moment is that these approaches take a huge amount of data to learn effectively. So for example, in the example I just showed, it requires about 1 million to 1.5 million steps in order to learn to successfully navigate to this beacon. If we were to look at a single individual task, something like tabular Q-learning could learn this much, much faster. So a key open challenge is to understand how we can develop more data-efficient approaches to deep reinforcement learning so that we combine the power of learning to generalize with this ability to learn quickly in a relatively new environment.
Some preliminary work that we have done in this space was looking at so-called multitask reinforcement learning. The intuition here was that in Minecraft environment, we are able to construct tasks that are very closely related to each other. And this allows us to test hypotheses about how the similarity between tasks allows an agent to learn tasks jointly and to generalize. What we found here was that with multitask reinforcement learning on related tasks, the agent is actually able to learn as fast or even faster than learning single tasks from the same amount of data. More interestingly, we found that the agents learn shared representation in this multitask setting. So in this figure here, I'm showing data that was collected using 2 tasks that have been learned with a multitask RL setup. In one task, the agent had available actions where it could turn and move forward. And in the other setup, it could walk north, south, east, west without turning. The different tasks here are highlighted in red and blue, and we can see that the clusters that emerge from projecting this representation in a 2D space are tightly intermingled. And actually analyzing this representation, we see that there's one distinct cluster that emerges when the agent faces danger, so when it's looking at lava. So we have a first suggestion that with multitask reinforcement learning, the agent can actually learn semantically meaningful representations for given tasks. Now, this was only a brief starting point, and what I'm really excited about with Project Malmo is that it gives rise to a variety of research directions. It is really a sandbox that allows us to ask new questions about AI, and it allows us to push forward the state of the art. A direction that I am particularly excited about is this ability to have AI agents and human agents in the same environment. And this gives rise to new research challenges around learning to collaborate. And in the long run, we hope that this platform will give rise to agents that learn to successfully collaborate with humans. This is something me and my team are currently hard at work on. We will actually be looking at releasing a task and samples that will push research in this direction. So stay tuned for updates on Project Malmo. And in the meantime, I would like to encourage you to try this out for yourself. Project Malmo is freely available on GitHub, and there's a huge variety of examples. If you look at the Python samples, you can learn about reinforcement learning, tabular approaches, and you can also look at how to try to improve some of the current reinforcement algorithms that already are out there. Thank you so much for your attention. En fait, what we're going to do, oops. Qu'est-ce qu'il est le... Tu cherches quoi, Igor? J'aimerais en fait y aller sur... J'aimerais aller ici et enlever le... Je voudrais enlever ça en fait. Attends. Tu regardes ici, s'il te plaît? Voilà, voilà. Okay. Now you can hear. Yeah, I'm sorry. So we're going to have to ask the crowd to essentially about the second time. No. Katja, you can put your face on so that we can actually see you. And then afterwards, we can essentially get the micro around and ask if anybody has any questions. Pour le moment, non. La première question est la plus difficile. All right. Thank you, Katja. Just one question. Is it possible to specify the policies in your API? Is it possible to specify the policies in your API? To specify the policies. So the way it is shipped is that the experimenter would develop the agent. So an easy way to get started in specifying a policy would be to take one of our example agents, for example, the tabular Q-learning agent, and in there you can construct or provide the policy in any way you would want. Okay. Another question for Katja. Une autre question? Don't be shy. On peut traduire, hein, ceux qui vous pouvez poser la question en français.
ceux qui ont un Vas-y. problème de... Vas-y, c'est quoi la question? Hello. I wanted to know. I don't know at all reinforcement learning. Okay, you don't know anything about So it. just a question: Yeah. how the algorithm is initialized? Just for the agent. Yeah. What will be in a simple way? What will be the action? What will be how the agent will be initialized in the, at the first at the beginning of the algorithm? The cold start. The cold start. The cold start. How it's initialized, right? Yes. Right. So in the tabular Q learning, the agent is assumed to learn from tabula rasa, so to not know anything about the environment. Different initializations of the Q table that I showed would give rise to different learning speed. And typically, we just initialize all the values to 0, and then the agent has to start to learn and update those values according to its experience. But learning could be sped up if we have prior information. We could put that information into the initialization, and that could help speed up learning. Okay. Il n'y a pas un Tony Parker qui veut récupérer le micro? Non? All right, Katya, I got a question for you. DeepMind, DeepMind and OpenAI came up with different words and essentially video games, a bit like Minecraft. What is the main difference between their approaches and what you're proposing here on Project Malmö? That's a fantastic question. I'm actually really excited to see the new experimentation platforms for AI that are coming out, both from DeepMind, OpenAI, and other groups as well. Each of those environments has a different view of AI and where it should be going. And this is reflected in the kinds of tasks that people are selecting. So for example, a lot of the DeepMind tasks are very focused on physically accurate interaction with the world. So it's really about learning physics, for example, and learning to interact with the physical environment. Something that I'm particularly excited about is, as I mentioned, this ability to learn to collaborate with other agents, including humans. And this is what we focus on here. So we take a middle ground between something that would be physically accurate and something that is very high in the complexity in terms of interactions between agents. Okay, and any word on the other environment? You were mentioning essentially that DeepMind had one. What do you think is the focus for OpenAI, or at least what you understand from what OpenAI is opening up? As far as I'm aware, the motivation between the release of Universe is really this push to flexibility. So having an agent that can perform tasks in the greatest possible variety of environments. This flexibility is something that we have discussed, of course, as well. One thing that is particular to the Malmö environment is that in Malmö, we have a single coherent world with coherent physics, and all the different tasks that can be implemented there underlie similar physics and similar regularities in this environment. This allows us to do experiments that would allow agents to build up common sense knowledge and then apply that common sense knowledge to new tasks that come up in this environment according to the same coherent structure. In Universe, this flexibility would be more generic. So you would try to push towards more generic problem solving rather than this ability to learn common sense knowledge. Great. Another question, since nobody's really raising their hands. At some point in time, you want Project Malmö to learn about interactions with others, learn the rules within a certain world. Where does it bring us? I hope that the long-term potential of AI is that we can develop new machines, new algorithms that help us achieve more, that help us achieve our goals. So in this sandbox, I want to explore how this new collaboration can be enabled. Okay. And in terms of matrix, how do you go about publishing a paper on
doing fantastic things on Project Malmö compared to another paper that has also beautiful things on Project Malmö. What's I know for the classification, you just do a better score on classification on ImageNet and whatever. In those type of words, where is the metric? Who's setting it up? And all the questions that are linked to that. That's a fantastic set of questions, and it's a set of questions that we're still very actively working on, both here in my team and in the research community. As you mentioned, for more general AI, there's no agreed upon metric, as similar to the fact that we don't have an agreed upon definition of what AI is. So what I hope to enable with Project Malmö is that people can propose tasks that they consider challenging or interesting, or that push agents, for example, towards this flexibility of learning. Then people can propose those different sets of tasks, and we can evaluate them as a research community. We can see whether pushing in this direction is actually the right direction. I think this will very much be an iterative process, with tasks being proposed, revised, and step by step, we can make our way towards greater understanding of the fundamental challenges and how to solve them, rather than single-mindedly optimizing for a single metric, even if it's not necessarily the one that we actually want to make progress on. Okay. Any other question? One last one? Yes. Hello, Katja. To continue on the subject, you are mainly saying that people are going to propose new tasks. Is Microsoft going to move in the direction of giving a set of tasks? Not a long time ago, Facebook just released a set of hierarchical, it's a hard English word to say it, hierarchical set of tasks for transfer learning, and an environment, a very small environment with it. I think, as you said, Minecraft could be very, very awesome for transfer learning on different set of tasks. And so is Microsoft going to pushing also in this direction, or are you going to wait for the community to move on tasks and complexity? So just let me repeat the question to make sure I understand correctly. So you're asking about transfer learning and whether Microsoft is working on releasing tasks for specifically transfer learning. Is that right? Exactly. Yes. Right. So at the moment, my team is focusing on collaboration. So I think the first task that will come out will be in this space. I am discussing with a lot of academic partners on how transfer learning tasks could be set up. There are a couple of unsolved fundamental challenges in how to set these tasks up, because if the experimenter knows the tasks ahead of time, we can put a lot of bias into our agents that allow them to learn very quickly on the particular set of tasks that we have designed. But that doesn't necessarily allow us to test this very generic ability to transfer knowledge from one task to the other. I don't have a very good solution to those challenges yet. If you have any suggestions, I'd be very curious to hear from you. Other than that, we'll continue those collaborations, and hopefully we'll be able to come up with a good set of tasks in the future. Well, thank you, Katja. Well, let's applaud Katja a second time. Thank you so much. Katja, thank you again for being here. Stop moving. Yes, bye. Yes. Thank you for having me. Thank you again, Katja. Bye. Thomas? On continue. Who's next? Thomas Selleck. Thomas. Il va nous parler de feature engineering. Et c'est un expert Kaggle. Enjoy. Il y a moins une place Bon, l'important c'est que tu le tiennes. Juste avant que je mette le micro, il y a une deuxième annonce. Je vais l'avoir sur Twitter. Open Classroom vient de créer un MOOC de machine learning en français. Donc, voilà, c'est une bonne nouvelle parce qu'on l'attendait depuis quelques temps. Et c'est un peu grâce à vous, en fait, qu'on a pu associer les personnes
D'accord. Ouais, et là, dans ma clé USB, il y a... D'accord. Là, je peux faire la version HTML. Vous êtes prêts ou pas? Presque. C'est le moment où on commence à lancer. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui peuvent passer devant un grand public? La Cineb, elle a que. Ah non, il lui faut les slides. Non. Après, on fera après les annonces. C'est une annonce. Présentation Meetup. Il y a plusieurs meetups qui sont en train de se faire. C'est un dossier. Présentation Meetup. Et voilà. Et là, tu as HTML, ça c'est le notebook. Et PDF ou PPTX, c'est les slides. Ça dépend si tu as PowerPoint ou pas sur ta machine. Tu vois? Donc on fait la version HTML. Ouais. Et après, tu as les slides qui sont soit PDF, il y a un PDF et un. Voilà ce que j'ai mis à jour, après je sais rien. Ouais. Il y avait juste une typo en fait. Bon, on laisse tomber. Ok. Juste une typo. On va commencer avec ça. Et puis ensuite, on passera sur le Ok, en version HTML donc. Exactement. Et il y a un autre élément qui a l'air de se passer dans la vie longtemps. Ok. Tu fais ta Là, alors, tu as besoin de télécommande. Pourquoi pas? C'était une télécommande. Alors, attends. C'est pas. Vas-y, tu peux commencer en attendant. Non, mais c'est pas grave, je ferai. Ça marche. Voilà, Non. je présente. Ça marche pas en fait. Ouais, mais ça marche pas. Si. D'accord, ok. C'est pas comme sur Windows. Ok. Ah ouais, c'est un nouveau monde. C'est ça. Vous m'entendez? Ah, ça marche pas. Alors. On va le tenir à la main. Ouais, c'est bon. Vous m'entendez là? Ok, c'est bon. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Thomas Selec et je vais vous présenter aujourd'hui l'art du feature engineering. Donc d'abord, je vais me présenter un peu plus en détail. Donc tout d'abord, je suis étudiant donc, en master spécialisé Data Science à l'ENSA et ParisTech. J'ai participé à 13 compétitions Kaggle et datascience.net. Je suis classé 1260e sur Kaggle avec le grade donc expert qu'on peut voir sur la capture d'écran juste derrière. Et sur datascience.net, donc j'ai participé à 3 compétitions. Challenge Cdiscount, premier auquel j'avais participé. J'ai fini 45e sur plus de 800 participants. Challenge Maïf cet été, 59e. Et Challenge ANAP ATIH, 47e. Je vais maintenant commencer. D'accord. On réessaye sur l'oreille, c'est sur la gauche. Vas-y. D'accord. Et là, c'est mieux, là, d'un coup? D'accord. D'accord. Test. OK. Donc, je vais maintenant débuter ma présentation en expliquant qu'est-ce que le feature engineering, puis finalement, quel type de feature engineering on peut effectuer suivant les données que l'on a à notre disposition. Donc, déjà des statistiques sur les données en elles-mêmes, puis sur les variables quantitatives, qualitatives, granulaires, donc des variables qualitatives avec beaucoup de modalités. Et enfin, je ferai une présentation sur le challenge Maïf, comment le feature engineering peut améliorer le score d'un modèle. Donc, premièrement, qu'est-ce que le feature engineering? C'est donc un art, puisque c'est la partie la plus créative de la data science, puisque finalement, il n'existe pas de méthode préconçue finalement pour faire du feature engineering. Chacun a ses petites astuces, chacun a ses tricks pour finalement améliorer son feature engineering et améliorer les performances de son modèle. Finalement, le feature engineering, c'est extraire des... D'accord. Ouais. Ça sera mieux comme ça. Ça marche? Là pour l'instant ça marche pas mais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vous entendez? 1, 2, 1, 2. Ok, donc on va parler dans le cube. Donc finalement le feature engineering c'est également extraire des features à partir donc de données qui peuvent être variées. Ça peut être du texte, ça peut être des images, du son, des données numériques, des dates.
Il y a beaucoup de choses, beaucoup de données différentes, et ensuite générer de nouvelles features pour améliorer le pouvoir prédictif d'un modèle sans augmenter sa complexité. C'est-à-dire garder le même niveau d'interprétabilité d'un modèle, savoir concrètement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quelles sont les features qui sont utilisées et comment. Donc la première chose, ce sont les statistiques sur les échantillons. Typiquement, donc, on a un jeu de données, comme on peut voir en capture d'écran en dessous. Et donc, on a donc un certain nombre d'échantillons, un certain nombre de features. Et donc, on peut commencer par faire des statistiques sur les features. Par exemple, compter le nombre de valeurs manquantes par échantillon, compter le nombre de zéros, compter le nombre de valeurs négatives ou calculer des moyennes, des médianes. Faire ça va augmenter le pouvoir prédictif de notre algorithme, puisque, par exemple, si les valeurs manquantes ne sont pas forcément issues d'une erreur finalement du processus de collecte des données, elles peuvent simplement ne pas exister puisqu'on ne peut pas collecter ces données. Par exemple, c'est tout à fait une possibilité. Et donc finalement, ne pas avoir de données, c'est avoir de la donnée. Puisque en faisant le compte de valeurs manquantes, on va avoir des nouvelles informations. Autre possibilité, le traitement donc, des variables quantitatives. Alors la première chose qu'on peut faire, qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est transformer la feature, générer une nouvelle feature qui est une transformation de la feature initiale. On voit ici trois histogrammes issus donc, du challenge Maïf de datascience.net. Donc c'est la feature var1 qui était donc dans le jeu de données. Le graphe le plus à gauche montre un histogramme de la feature initiale et on peut voir que la feature a un fort biais vers la gauche, un fort skewness. Et donc on va transformer cette feature pour la rendre davantage gaussienne, ce qui peut être important pour certains modèles type modèle linéaire. Donc la première chose qu'on peut faire, c'est prendre le logarithme de la feature, puisque le logarithme va compenser les écarts qui sont importants. Et donc on obtient le second histogramme, qui montre que la feature est déjà plus gaussienne, enfin une forme plus gaussienne. Troisième possibilité, donc ici complètement à droite, appliquer une transformée de Box-Cox, dont la formule est disponible en dessous, et qui va là vraiment améliorer le format de la feature et vraiment la faire ressembler à une gaussienne. Et en dessous, le code, donc Python et R pour exécuter l'algorithme. Autre transformé possible, ce qu'on appelle du binning. Donc, on va rendre qualitatif une feature qui était initialement quantitatif. Donc, ce qu'on va faire, on va créer des classes en fonction de certains paramètres. Ici, donc, toujours du même challenge Maïf, on avait le kilométrage annuel. On voyait qu'en faisant un histogramme, il y avait principalement 3 classes de clients. Ceux qui conduisaient moins de 5000 km, ceux qui conduisaient entre 5 et 10 000 km et ceux qui conduisaient plus de 10 000 km par an. Et donc, on va alors créer donc, 3 demi-variables qui sont binaires et qui vont indiquer finalement dans quelle classe se trouve le client. Toujours avec le code Python qui va avec. Autre possibilité, donc, ce sont les interactions. Alors les interactions, quand on en va en générer, on part du principe que nos variables ne sont pas IID et que finalement, chaque variable est reliée à une autre ou plusieurs variables d'une manière par une relation qui peut être linéaire, qui peut être quadratique, etc. Et donc, comment on fait pour détecter les features, comment on fait pour en créer? De manière assez simple, on commence par extraire donc, les variables quantitatives, on fait un pair plot, donc on affiche toutes les combinaisons possibles 2 à 2 des variables quantitatives qu'on peut voir ici. Et ensuite, on va rechercher des relations remarquables, par exemple des relations linéaires ici, ou des relations quadratiques ou exponentielles ici, par exemple. On va extraire donc ces couples de variables. Et ensuite, on va utiliser une méthode entre guillemets heuristique qui va permettre de générer des combinaisons de ces variables et de voir finalement quelles sont celles qui sont intéressantes ou pas. Alors, intéressantes, quels critères de décision pour savoir si une combinaison est intéressante ou non. Ce que l'on fait, donc on calcule la corrélation, enfin c'est la méthode que j'utilise, on calcule la corrélation entre la première variable et la target, qu'on cherche à prédire, la corrélation entre la seconde variable et la target, et la corrélation entre notre interaction et la target. Et finalement, si la corrélation de notre interaction est supérieure au maximum des 2 corrélations précédentes, alors on peut en déduire que notre interaction sera intéressante et apportera une certaine valeur ajoutée au modèle, puisque finalement notre interaction sera plus représentative de la target, sera plus proche de la target. Il y a d'autres possibilités aussi pour effectuer la sélection, comme par exemple des tests statistiques ou pour certains modèles arborescents comme XGBoost, utiliser du feature importance. Donc une fois que le modèle est entraîné, le modèle affiche un graphe avec l'importance de chaque feature pour lui, et on peut ensuite sélectionner que les cas meilleurs features. Maintenant, je vais parler donc des variables qualitatives. Comment finalement on peut encoder des variables qualitatives pour d'une part les utiliser dans certains modèles et d'autre part pour améliorer leur pouvoir prédictif. Alors la première chose qui vient à l'esprit lorsqu'on utilise des variables qualitatives, c'est le one-hot encoding.
Donc l'idée, c'est encoder donc, chaque variable qualitative par une indicatrice. Comme on peut voir dans l'exemple ci-dessous, où on avait une feature initiale avec, mettons, 3 modalités, blue, red et green, et on va l'encoder en 3 variables indicatrices qui seront binaires, donc soit 0, soit 1. Ce qui est important, c'est qu'avec cette méthode-là, la mémoire utilisée augmente linéairement, puisque finalement, à chaque modalité, on rajoute une colonne. Donc, on peut rapidement se retrouver avec une quantité de mémoire très importante nécessaire, ce qui peut potentiellement être gênant. Donc, 2 solutions existent. Soit on utilise des matrices creuses, qui finalement n'enregistrent pas les positions des 0, mais uniquement la position des 1. Donc, on restreint l'espace mémoire nécessaire. Autre possibilité, on utilise des solutions que je vais présenter à la suite dans ma présentation, sur tout ce qui est variable granulaire, des méthodes qui sont plus adaptées justement pour gérer un fort nombre de cardinalités pour une feature. Autre possibilité, donc plus simple, label encoding, count encoding. Alors, la différence, elle est assez subtile, mais elle est comme existe. La première, le label encoding, on va remplacer chaque modalité par un nombre. Par exemple, ici, on suppose que blue, ça vaut 1, red, ça vaut 2, green, ça vaut 3, et finalement, on va encoder chaque modalité par un nombre. Le problème qu'on fait avec ça, c'est que pour certains algorithmes, type algorithme linéaire, on va ajouter un poids différent à chaque modalité. Finalement, green, ici, vaut plus que blue, puisque 3 est supérieur à 1, et comme un algorithme linéaire va considérer cette feature comme finalement une feature quantitative, ça va créer un biais qu'on ne souhaiterait pas avoir. Donc finalement, ce n'est pas idéal pour certains algorithmes. Par contre, sur des algorithmes arborescents, type XGBoost par exemple, ça n'a pas forcément beaucoup d'impact. Quant au count encoding, ce que l'on souhaite faire ici, c'est finalement associer le nombre d'occurrences de chaque modalité pour remplacer la modalité en elle-même. Donc on voit ici, par exemple, il y a 2 fois blue, on a mis 2, 2 fois green, on a mis 2, et une fois red, on a mis 1. Le seul souci de cette méthode, c'est que finalement, il y a des collisions, étant donné que, par exemple, si on a plusieurs modalités qui ont le même nombre d'occurrences, toutes ces modalités seront remplacées par un même nombre. Donc, on risque de perdre de l'information. Dans certains cas, ça peut être intéressant, dans d'autres cas, ça peut être plutôt gênant. Je vais maintenant parler donc, du target encoding. Donc là, l'idée, finalement, c'est encoder les variables qualitatives par leur ratio de target. Donc finalement, ça s'applique uniquement quand la target est binaire ou un problème de régression. Et finalement, on va essayer d'estimer quelle est la valeur moyenne de la target pour la modalité en question. Maintenant, ce qui est important dans cette méthode, c'est impérativement d'ajouter un bruit aléatoire sur la prédiction que l'on a fait, la moyenne que l'on a calculée, puisque sinon, l'algorithme va considérer qu'il y a une relation, en quelque sorte, entre cette feature et la target et va overfitter inévitablement. C'est finalement la même problématique que lorsqu'on fait du stacking. Il est impératif de mettre du bruit pour finalement pas que l'algorithme se repose exclusivement sur cette feature et qu'il utilise aussi les autres features. Donc, autre possibilité, l'expansion coding. Alors là, c'est un peu différent. On a par exemple des features qui sont composées en quelque sorte d'autres features ou qui sont par exemple du texte. On a un texte. Ici, donc l'exemple qui était dans le challenge meilleur data scientist de France où on a une feature qui contient une liste de composés chimiques qui sont composés dans des médicaments. Et donc, on a une forte granularité puisqu'on peut considérer que chaque médicament dans le jeu de test d'apprentissage a une composition différente. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va couper la chaîne de caractères et on va extraire finalement chaque composé et qui va être lui-même une feature. On augmentera le pouvoir prédictif de notre modèle, on réduira le bruit et en plus, on améliorera l'interprétabilité du système. Autre possibilité, par exemple, les dates. Typiquement, donc les dates, c'est un cas intéressant que l'on rencontre souvent. Justement, si on a une date au format timestamp, par exemple comme celle-ci, on ne peut pas forcément l'utiliser tout de suite. Donc, ce qu'on va faire, on va couper la date en plusieurs éléments, par exemple le jour de la semaine, le jour, le mois, l'année, etc. Ou même extraire les heures, les minutes, les secondes. Et en fonction de ce que l'on a besoin, en fonction du problème qui était posé initialement, on va garder que certains de ces composants, ou même dans le cas d'une date, on pourra générer de nouvelles features à partir de ces features que l'on a extraits, comme par exemple des intervalles de date ou des intervalles de temps, etc. Autre possibilité, le out of field average. Alors ça ressemble beaucoup à ce que j'ai parlé tout à l'heure, donc le target encoding, sauf que cette fois-ci, cette méthode de codage est plus résistante à l'overfitting. En gros, l'idée, on fait la même chose que pour le target encoding, sauf que pour le jeu de train uniquement, on va rajouter un bruit, on va soustraire l'échantillon courant à la valeur qui devait être associée. Donc typiquement, on va retirer la valeur, enfin le poids de l'échantillon courant
à la valeur qui est proposée par justement le target encoding. De sorte que finalement, l'algorithme, quand il va apprendre avec cette feature, il trouvera finalement aucun lien entre l'échantillon du courant et la target. Donc finalement, il aura beaucoup plus de difficultés à overfitter. Et ça, c'est vraiment très efficace. Et c'est vraiment intéressant puisque ça peut apporter un fort gain finalement sur l'algorithme en utilisant cette technique plutôt que le target encoding présenté précédemment. On peut également réduire le nombre de modalités. Alors typiquement, si on prend l'exemple du challenge Maïf de datascience.net, on avait une feature qui était la marque du véhicule du client. Et donc on peut le voir ici, un peu plus de 150 marques différentes. Et donc faire du one-hot encoding, c'était possible. Ça prenait une certaine quantité de mémoire, mais le souci, c'est qu'en fait, certaines modalités étaient très peu représentées. Par exemple, les véhicules de collection, des engins agricoles, des véhicules de travaux publics étaient très peu représentés. Donc ces modalités allaient générer un bruit dans le modèle et étaient peu prédictives. Donc l'idée de ce que j'avais fait, c'est qu'on calcule donc la fréquence d'apparition de chaque modalité. Ensuite, on calcule donc l'effectif cumulé décroissant des modalités. Et ensuite, on a deux possibilités, deux règles de décision. Soit on conserve que les cas première modalité, dont l'effectif cumulé décroissant est, mettons, 95%, 90% de l'échantillon. On peut choisir finalement le seuil comme on le souhaite. Ou alors grouper les modalités qui ont moins de M échantillons. Et finalement, comme on va grouper dans les deux cas les modalités qui sont les moins fréquentes, on va augmenter notre pouvoir prédictif du modèle, puisque finalement, généralement, les modalités qui étaient dans cet exemple, notamment, qui étaient les moins fréquentes, étaient des modalités un peu spécifiques. Et en les groupant, on a alors amélioré notre pouvoir prédictif. Puisque finalement, ici, les modalités peu fréquentes, c'était typiquement certains véhicules type voitures de collection, engins agricoles, etc., qui avaient des politiques d'assurance légèrement différentes des autres véhicules. Autre possibilité, donc le hash encoding, alors c'est moins connu. L'idée, c'est comme le one-hot encoding, sauf qu'ici, on spécifie le nombre de variables que l'on va créer initialement. Et finalement, on va utiliser une fonction de hachage qui va répartir de manière uniforme les modalités dans les différentes features que l'on va créer. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va finalement moins consommer de mémoire que lorsque l'on fait du one-hot encoding. L'inconvénient, c'est que finalement, c'est un peu du black box. Finalement, on ne sait pas à quoi correspondent les nouvelles features générées. On n'a pas d'interprétabilité à ce niveau-là. Donc, on perd en interprétabilité, mais on gagne en mémoire. Et donc, c'est un compromis qu'il faut faire entre l'interprétabilité que l'on souhaite et la consommation mémoire ou la performance du modèle. Enfin, donc j'ai bientôt passé donc, à la démo du challenge justement de Challenge Maïf, comment le feature engineering a amélioré les performances d'un algorithme qui était XGBoost, donc sans changer l'algorithme en lui-même, comment simplement en changeant les features, on peut améliorer les performances. Alors ici, c'est le tableau que j'avais fait lorsque j'avais participé à la compétition. Alors j'avais commencé avec un premier modèle vraiment très simple, juste un XGBoost avec uniquement les données quantitatives du jeu de données. J'avais obtenu un score, donc la métrique c'est le Mean Average Precision Error. J'avais obtenu un score de 12,29 et à la fin du challenge, lorsque j'avais justement fait du feature engineering, j'obtenais 11,10. Donc on voit que le gain n'est pas négligeable pour un même algorithme. Donc je vais maintenant passer à la démo et présenter finalement comment, de manière pratique, on peut générer de nouvelles features et améliorer les performances de son modèle. Le HTML. Il est ouvert, quoi, non? C'est ça. Plein écran, ça peut être pas mal. Je vois rien du tout. Il y a Enter Full Screen, ouais. Ça va pas marcher. Il y avait View Enter Full Screen, je sais pas si c'est ça, non? C'est bon. Donc voici donc un notebook Python que vous pourrez récupérer après, qui sera mis sur Internet. Donc comment, de manière pas à pas, traiter les données du challenge Data Science Maïf et améliorer les performances de son modèle simplement en rajoutant de nouvelles features. Donc la première chose que je fais donc, dans ce premier cadre, c'est donc paramétrer mon notebook Python, où finalement je vais simplement importer les librairies qui me seront nécessaires pour traiter mes données. Alors ici, que des librairies qui sont entre guillemets standards, donc Pandas, NumPy, Matplotlib pour les graphes et scikit-learn. J'utilise ensuite XGBoost pour le modèle prédictif. Donc ensuite, juste ici, je charge les données. Alors donc, pour cette présentation, j'ai pris que le jeu d'apprentissage que j'ai ensuite coupé en un jeu apprentissage test pour pouvoir faire une simple validation et évaluer les performances du modèle. J'ai extrait donc la target, ce que l'on souhaite prédire, et donc j'ai créé le jeu de validation en question.
J'ai même créé 3 jeux. Il y a un jeu d'apprentissage, un jeu de validation pour XGBoost. Typiquement, quand on utilise une watchlist, on a un jeu de training, un jeu d'évaluation. Et ça permet de voir à chaque itération de XGBoost quelles sont les performances sur un jeu entre guillemets de test. Et enfin, le dernier jeu de test qui permet de réellement évaluer les performances du modèle. Donc, on commence finalement par voir d'abord à quoi ressemblent les données. Donc, on voit les différentes features sur les 5 premières lignes du jeu de données. On voit qu'on a des features qui sont donc quantitatives, d'autres qualitatives, la fameuse barre dont je parlais tout à l'heure. Oui. Okay. Et donc, voilà, c'est bon, d'accord. Très bien. Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu as employé souvent le mot overfitting, mais il faut aussi, tu peux dire juste quand la prochaine fois que tu D'accord. Explique ce que c'est, d'accord. Très bien. Donc voilà, on voit donc justement le type de données auxquelles on va avoir affaire, donc un certain nombre de données, des features qui sont quantitatives, qualitatives, et donc on va pouvoir faire beaucoup de choses en termes de feature engineering sur ce type de jeu de données. La métrique d'évaluation qui permet de déterminer les performances de notre modèle, donc c'est celle qui était présente au challenge, lors du challenge officiel, donc c'est la mean absolute percentage error, pardon, qui est définie comme si, donc finalement on fait la différence entre ce qu'on a prédit et la réalité, qu'on divise par la réalité, on fait les sommes, et après on fait une moyenne finalement, c'est moyenné. Donc mon modèle, ça va rester donc le même modèle tout au long du notebook. C'est un modèle, donc un simple XGBoost, avec les paramètres qui sont définis ici. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque finalement ce n'est pas l'objet de ma présentation. Juste ici, pour ceux qui connaîtraient XGBoost, ça c'est un paramètre supplémentaire qui est assez récent. En fait, la dernière version du XGBoost, qui est entre guillemets expérimentale, permet d'entraîner XGBoost sur un GPU, ce qui est nettement plus rapide par rapport au CPU. Et donc finalement, si on ajoute ce paramètre, on peut utiliser le GPU et entraîner plus vite. Et ensuite, donc ça c'est donc tout ce qui est modèle XGBoost. Et maintenant, je vais commencer par lancer donc un baseline, donc un premier modèle assez basique, aucun feature engineering, et voir finalement quel est le score de ce modèle et finalement comment ce modèle pour pouvoir après comparer par rapport à nos autres modèles avec feature engineering. Les seules choses que j'ai fait ici, donc j'ai extrait un certain nombre de features qu'on peut utiliser telles quelles, et j'ai simplement rajouté le nombre de valeurs manquantes par ligne avant de les imputer par une valeur fixe, moins 1. C'est tout ce que j'ai fait. Donc j'ai lancé mon premier modèle XGBoost, et on voit que la valeur de test vaut 10,56, et XGBoost, quand on a lancé le modèle, on voit que les valeurs entre le train et l'évaluation sont assez proches. Donc justement, on voit que le modèle ici n'overfit pas, c'est intéressant. Alors justement, je vais revenir sur cette notion. Pour faire très simple, ce qu'on attend d'un modèle, c'est qu'il soit assez général, qu'il puisse finalement, face à des données inconnues, correctement prédire ces données. Si finalement il overfit, c'est-à-dire si finalement il devient trop spécifique, il sera capable de reprédire les données qu'il a déjà vues, mais il sera incapable de faire une prédiction correcte sur des données nouvelles, puisque finalement il sera trop spécialisé sur les données sur lesquelles il a appris. Finalement, c'est ça la notion d'overfitting. C'est finalement ne pas être trop spécifique sur un jeu de données pour pouvoir ensuite prédire de manière efficace sur des données inconnues. Maintenant, donc, je vais commencer donc, la partie feature engineering. Alors, ce que j'ai fait en premier, j'ai pris toutes les variables qui sont qualitatives et j'ai appliqué du one-hot coding. Juste avant, j'ai réduit donc, la cardinalité de la variable marque, comme j'ai présenté tout à l'heure dans mes slides. Et ensuite, juste ici, on voit que j'ai appliqué le one-hot coding. Donc, sur notre modèle, on rentre le modèle, et là, on voit qu'il y a déjà une différence significative de performance, puisque nous avions environ 10,6 tout à l'heure, et là, on a 9,65. Donc, on a déjà gagné un score qui est important. Or, sur le challenge, une différence comme ça permettait de gagner 50, 100 places, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, seconde transformation, donc j'ai appliqué donc, le Boxcox, comme j'ai montré pareil dans les slides tout à l'heure, sur les features qui sont quantitatives et qui avaient un certain biais, pour justement limiter ce biais. Et là, encore une fois, on voit une amélioration du modèle, puisqu'on a 9,651. La différence est faible, mais dans certains cas, ça peut être, dans une compétition, par exemple, ça peut être non négligeable et ça peut permettre de gagner quelques dizaines de places. Ensuite, j'ai donc généré de nouvelles features. Donc ici, j'ai généré de nouvelles features à partir des données existantes. Alors, plusieurs types de nouvelles features. Ce que j'ai fait, j'ai par exemple généré une variable âge,
puisque l'on souhaitait finalement, on pouvait, à partir de l'année de naissance et en prenant l'année courante, déterminer finalement l'âge de chaque utilisateur, de chaque client. On pouvait également se demander finalement quel est l'âge du permis de la personne, puisque finalement une personne qui a son permis depuis un certain temps conduira peut-être de manière plus prudente, donc finalement aura peut-être une prime d'assurance plus faible. Donc c'était aussi une feature qui avait un fort pouvoir prédictif. Et j'ai fait un peu de binning, comme j'ai présenté tout à l'heure. Donc par exemple, j'ai créé des groupes d'âge, par exemple, donc les personnes qui avaient entre moins de 25 ans, entre 25 et 35 ans, entre 35 et 50 ans et plus de 50 ans. Pareil pour la puissance fiscale des véhicules, les véhicules du plus ou moins puissant, en fonction donc, du nombre de chevaux que le véhicule possédait. Idem pour l'âge du véhicule, en gros, séparer les véhicules assez récents des véhicules plus anciens. Et enfin, parce que ce que j'ai présenté dans mes slides précédemment, le kilométrage annuel effectué par le véhicule. On réentraîne notre modèle et on s'aperçoit que notre score s'est encore amélioré et on est passé à 9,642 au lieu de 9,651. Donc, on a encore amélioré notre modèle. On pourrait encore améliorer ici simplement en retunant l'algorithme, puisque finalement, avec un autre jeu de paramètres, l'algorithme serait peut-être encore plus performant. Peut-être qu'avec plus d'itérations, une valeur d'apprentissage plus faible ou plus élevée, ou avec d'autres paramètres. En fait, c'est important à chaque itération de retuner le modèle. Là, je ne l'ai pas fait justement pour avoir une comparaison avec un modèle équivalent, voir quel est le réel impact du feature engineering. Et ici, donc, dernière étape, j'ai généré des interactions. Alors, en utilisant la méthode que j'ai présentée tout à l'heure. Et donc, j'ai généré 14 interactions en prenant donc, des features. Donc, on voit par exemple une feature multipliée par une autre. Ce qui fait que finalement, si une feature augmente et que l'autre aussi, on verra un changement positif, etc. Il y a par exemple des logarithmes, il y a un peu tout. Et justement, j'ai généré ces features. Et là, on va obtenir un gain très important en termes de prédiction, puisqu'on passe on passe à 9,06. Enfin, 9,6, pardon. Donc là, on voit vraiment qu'initialement, on avait 10,6 et là, on est à 9,6. On a gagné un point simplement en rajoutant des nouvelles features. Donc, dernière chose de ce notebook Python, voici donc le feature importance généré par XGBoost. Donc, c'est finalement un graphe qui indique l'importance finalement de chaque feature pour le modèle. Et là, ce qui est important, ce qui est intéressant, c'est que finalement, les features que l'on a créées sont les plus importantes pour le modèle. On voit que la première, c'est la première interaction que nous avons fait. Interaction 2, interaction 9 que nous avons créée. Interaction 5, interaction 11, marque 37. Donc ça, c'est une feature qu'on a du one-hot encoding de la marque qu'on avait recodé. Toutes les interactions sont là. Énergie va être 3, pareil. Toutes ces features que l'on a nous-mêmes créées qui apparaissent comme les features les plus importantes du modèle. Donc, nos features ont été sélectionnées par XGBoost comme étant les meilleures features de notre modèle. Ma présentation s'achève ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous remercie de votre attention. Bravo pour le timing. Merci Thomas. Est-ce qu'il y a des questions pour Thomas? Bravo pour le timing, c'était impressionnant. Merci. Bonjour Thomas. Et je voulais savoir, en fait, à un moment donné, tu as créé des features en faisant des interactions 2 à 2. Est-ce que tu as essayé avec 3 variables ou 4 ou 5? J'ai pas essayé avec 3, 4 ou 5, puisqu'en fait, plus on va ajouter de features, plus on va augmenter la dimensionnalité sur laquelle il faut poser. Et ça fait rapidement un temps qui est très important en fait. On peut effectivement prendre des interactions avec 3 features, 4, 5, etc., autant qu'on veut. Le souci, c'est qu'en faisant ça, on augmente le nombre de possibilités qui sont possibles et qui sont à tester. Et après, ça prend rapidement un temps qui est exponentiel. Ah, tu veux dire quand tu entraînes le modèle par la suite? Ah, d'accord, ok. La recherche est faite manuellement, avec déjà des couples de features. On a déjà un temps qui est quadratique en fait. D'accord. Si on a ne serait-ce que 20 features et qu'on peut faire des interactions 2 à 2 avec 20 features, ça veut dire examiner 400 possibilités. Ok. Et sur ces 400 possibilités, après régénérer des interactions, c'est déjà énorme. Et ok, j'ai une autre question. Là, j'ai vu souvent que tu as mis tes classements, tu es souvent 50e, 45e, etc. Avec le recul, tu vois ce qui t'a manqué pour être premier ou plus proche? Étant donné que je suis étudiant, je n'ai pas forcément le temps que je voudrais pour travailler sur ces challenges. Et finalement, oui, c'est principalement pour prendre du temps ou dans certains cas des ressources matérielles pour pouvoir avancer plus loin. D'accord. C'est un appel d'utile apparemment pour les ressources matérielles. On va faire en sorte que ce soit Thomas qui parle dans le micro.
vous posez la question et Thomas répète la question. D'accord. Alors attends, le micro-cravate, il est où en fait? Il y a un micro ici. Il y avait une question, peut-être ou pas? Mais je j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Thomas, Non, j'arrive pas. Thomas, Oui. il met une question là. Non, non, tu donnes pas le. D'accord. Vas-y. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et en le tenant comme ça, 1, 2, 1, Bah, 2, 1, ça marchait pas tellement tout à l'heure. Vas-y. Prends la cube. Est-ce que ça marche pas tellement en fait? Le cube, ça marchait mieux, je trouve. D'accord. Bonjour Thomas, merci pour la présentation. Alors, imaginons, tu as une base de données relationnelle avec 2 tables, et tu as une table sur laquelle tu dois faire une prédiction et une autre qui est en relation 1n. Donc, grosso modo, tu vas avoir une feature, ça va être une liste ordonnée d'une entité qui a elle-même ses propres features. Comment est-ce que tu aborderais la chose? Bah, je dirais que j'utiliserais plutôt ce qu'on appelle des pivot tables finalement. J'essaierai donc pour les n entités, en supposant que les n soient constants, pour les n entités de générer n features finalement pour notre échantillon. Maintenant, si n n'est pas constant et que finalement ça peut varier, à ce moment-là, j'utiliserai plutôt du hash encoding. Finalement, essayer de prendre un ensemble dont la taille peut varier et le réduire à un certain nombre de features qui sont précis. À un certain nombre de features précis. Maintenant, c'est vrai que ça peut être assez compliqué si le nombre n peut varier, justement, si c'est je sais pas, par exemple, un utilisateur peut avoir plusieurs véhicules, si finalement il peut avoir un véhicule, c'est déjà plus complexe. Après, dans ces cas-là, ce qu'on peut aussi faire, c'est finalement voir le problème de manière différente, plus travailler en termes de features, mais en termes d'individus, d'échantillons, et finalement générer un échantillon par modalité, par élément dans la table avec les n éléments. Par exemple, si un utilisateur a 4 véhicules, il y aura 4 entrées pour cet utilisateur, et on supposera qu'on ait en gros 4 utilisateurs avec un véhicule, et finalement, ce sera toujours le même identifiant utilisateur, le même utilisateur. Donc toutes les données seront identiques, sauf pour la colonne véhicule, où finalement peut-être que le premier, ça sera une Peugeot, le deuxième, une Audi, etc. Et on aura autant d'échantillons que l'utilisateur aura de véhicules, par exemple. Et ça ne va pas poser des problèmes d'avoir une sorte de biais, par exemple, on va dire si c'est on va dire une société qui a 200 véhicules, elle va être 200 fois plus représentée qu'une société qui n'en a qu'un seul. Après, pas forcément, on peut rajouter une feature qui soit une sorte de poids, et finalement, que ce poids, ce soit l'inverse finalement du nombre d'occurrences de cet utilisateur. Si un utilisateur apparaît 10 fois dans le jeu, on va lui mettre un poids 1 sur 10, et finalement, le modèle prendra en compte le poids, et n'allouera pas plus de poids à un utilisateur qui apparaît plus souvent. Très bien. Une dernière question, ensuite on va enchaîner. On a un timing un peu serré ce soir. Vas-y, passe derrière. Juste, combien de temps ça t'a pris pour faire un challenge? Le challenge ça Maïf. prend vraiment beaucoup de temps. Typiquement, le challenge Maïf, j'ai passé toute la durée du challenge, donc environ 2 mois à temps plein. Quasiment 8 heures par jour. Ça prend vraiment beaucoup de temps. 2 mois pour faire ce que tu nous as montré non, là. non, ça je l'ai fait en quelques jours. D'accord. Le challenge Maïf Oui, original, ça quand j'ai plus participé, le challenge. pour finir 50e, j'ai passé à peu près 8 heures par jour pendant 2 mois. Le nombre de participants À peu près 900. 900, J'ai plus le d'accord. nombre exact, mais c'est à peu près 900. Ok, ça marche. Okay. Donc, on remercie encore Thomas. Voilà, merci Thomas. Maintenant, une annonce de Dot.ai. Et ensuite, on va enchaîner. Vas-y. Ouais, 2-3 slides. Thomas? Oui. Bon, Oui, j'ai juste récupéré la pièce. Attends, je panique pas. Je panique pas. Attends. C'est trop bien. Tu dois partir maintenant et il faut absolument. Non. Non. Je vais t'adonner. D'accord. Tu peux te mettre sur la première. C'est ce que tu penses. Bon, non, je veux pas. Vas-y. Ok, vas-y. Bonjour, donc moi c'est... Je me mets là-bas pour toi? C'est pour que les gens y voient. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est mieux. Donc moi je m'appelle Vincent, je suis un des organisateurs de Dot.ai. Je ne sais pas s'il y a des personnes ici qui connaissent ou qui ont déjà leur place. Ok, parfait. C'est Voilà. déjà venu présenter auparavant. On était déjà venu il y a quelques mois pour l'annoncer, voilà, avant le lancement. Donc là c'est concret, ça sera dans 1 mois et demi à peu près. On parlera de machine learning et d'intelligence artificielle bien sûr. Et vu que vous êtes membre de ce meetup, on vous fait bénéficier d'un discount de 20% avec le code ML Paris. Voilà. Okay. Et qui va venir enfin, c'est la slide juste d'après.
Voilà. On a déjà quelques speakers qui sont annoncés. Vous connaissez sûrement Olivier Grisel qui contribue à Scikit-Learn. Voilà. Donc ça, c'est les speakers annoncés. Dans 1 ou 2 semaines à peu près, on annoncera le full line-up. Voilà. Et en parlant de speakers, vous avez aussi la possibilité de venir vous-même sur scène grâce à nos Lightning Talks. Donc c'est des talks de 4 minutes, c'est assez court. Voilà, vous pouvez venir pour partager un petit peu vos idées, vos projets, etc. Et vous pouvez soumettre un talk à l'adresse qui est juste en bas, donc .ai.io/lt. Et dernière petite chose, on organise aussi 2 trainings avec Louis Dorard, un débutant, un intermédiaire, donc on a un peu pour tous les niveaux. Et le programme est à découvrir sur .ai.io/training, si vous voulez en savoir plus. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci. Merci. On va enchaîner sur le talk de Feature Engineering. L'autre. De qui? De Predixis. Oui, Predixis. Il marche plus ce truc ou C'est pas grave, tu peux commencer avec ça. tu essaies de le mettre? Ouais, je peux essayer. Ça fait mal aux oreilles, c'est ça? Ouais. Ah, déjà, je prends ça. C'est le V2. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le V2. Ouais, c'est ça en fait. Désolé. Ouais, c'est pas. C'est bon ça? Ah oui. Là, on m'entend? Vas-y, parle. Non, tu as 15 minutes, 5 minutes de questions. Voilà. Exactement. Ok, ça marche. Tu te présentes, Jean-Baptiste? Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Prié, je suis data scientist chez Predixis et je vais vous parler de Feature Engineering. Alors, pas du tout le même que celui que vous avez présenté, Thomas. Et dans la mesure du possible, je vais essayer de vous présenter un Feature Engineering qui prend un peu moins de temps aussi pour non pas faire des challenges, mais plutôt faire des campagnes marketing dans vos boîtes ou du consulting quand vous arrivez sur des nouvelles données. C'est une approche qui est totalement complémentaire avec ce qu'a présenté Thomas. Ça ne répond pas à la même question, ça répond plutôt à une des dernières questions qui a été posée, qui est comment est-ce qu'on gère les données relationnelles dans une table qu'on a chez tous nos clients. Et donc je vais tenter de répondre à cette question. Alors, pour moi, le Feature Engineering, je ne vais pas le présenter comme un art, je vais le présenter comme un ensemble de techniques qui permettent de mettre en valeur, de distinguer les données. Donc, comme l'a présenté Thomas tout à l'heure, en croisant un couple de données, on va pouvoir distinguer le rouge du vert sur des données qui, a priori, ne permettent pas de le faire. Et notre contexte de travail, ça va être essayer, à partir de notre utilisateur, par exemple, de remonter des informations qu'on a sur ses navigations web ou encore sur son parcours d'achat, sur la base de données qu'on a à disposition. Alors, commençons par un petit exemple. Donc, on se met dans le contexte d'une campagne marketing et on a des informations sur notre client. On est capable de relever l'ensemble des informations qu'on a sur lui, son nom, son prénom, son sexe, un certain nombre de données qu'on ne peut pas utiliser pour faire des statistiques. Et puis, on va être capable de construire une cible sur sur l'historique qu'on a constitué, ce client-là a acheté ou non le produit qu'on cherche à placer dans notre campagne. Et on a un ensemble de tables associées aux informations qu'on a sur ce client. Donc, par exemple, l'ensemble des pages qu'il a visitées, l'ensemble des campagnes auxquelles il a été soumis au cours de son parcours et son parcours d'achat aussi sur le site web. Et on se pose la question, quelles vont être les informations qui vont être importantes à remonter dans notre table qui contient notre cible? Quelles sont les informations qui vont permettre justement d'améliorer notre score
Kaggle, si jamais on est dans un contexte Kaggle, ou plus simplement, quelles sont les données qui vont nous permettre d'avoir un score prédictif qui va nous permettre de faire mieux que de tirer nos clients de manière aléatoire pour faire une campagne marketing. Donc, est-ce qu'on va pouvoir construire une table de machine learning sur laquelle on va pouvoir faire du machine learning et qui contient de l'information pour faire mieux que du random? Alors, c'est une question relativement difficile, surtout quand on a accès à beaucoup de données et qu'on ne les connaît pas spécialement, ou alors qu'on a des données, mon expert métier dans sa boîte, et le marketing n'arrête pas de dire « Oui, l'open data, c'est super, ça serait bien que tu utilises telle donnée, ça a l'air super important par rapport à notre thématique. » Sauf que l'open data, c'est vague. Il y a beaucoup de choses. Et puis, même une fois qu'on a sélectionné une base de données particulière dans cet univers, il faut encore la comprendre. Parce qu'associé à notre client, on va avoir encore un ensemble de tables relationnelles que cette fois-ci, on ne maîtrise pas forcément. Et la question, c'est quelles données je vais remonter, comment je vais les remonter, et comment je vais faire pour les évaluer, ces données. Donc, je vais essayer de répondre à cette question. Habituellement, ce qu'on fait en data science, souvent dans le parcours CRISP-DM qu'a proposé IBM, on s'assoit autour d'une table, on fait un data understanding, un business understanding, et puis on va essayer les variables une à une, les agrégats, les features une à une pour voir laquelle va être contributive. Alors qu'aujourd'hui, on a des machines super puissantes, en tout cas, on a des machines qui permettent de faire le travail à notre place. Surtout quand le marketing vous dit ça serait bien de faire une campagne sur tel produit et puis sur tel autre, et puis fait de l'anti-résil, et puis on a plein de thématiques à aborder en même temps. Quand on fait du consulting, quand on est dans une boîte et qu'on est tout seul, il y a plein de choses qu'on aimerait aborder, mais il faut prioriser. Donc je vais essayer de vous donner une approche pour justement pouvoir prioriser et aussi pouvoir traiter voir l'impact de plusieurs données plus facilement sur vos campagnes marketing, sur vos modèles prédictifs que vous allez pouvoir faire. Alors la question machine learning qui se pose, c'est comment on va pouvoir explorer cet univers de données de manière intelligente? Comment est-ce qu'on va pouvoir éviter le surapprentissage? Et si possible, est-ce qu'on peut avoir un algorithme qui fait tout ça, qui est linéaire ou quasi linéaire, en tout cas qui ne dépasse pas une complexité quadratique? Alors l'idée, elle est relativement naïve, au moins pour le début. Ça consiste à dire, j'ai des opérations d'agrégation dans mes bases de données, je sais les filtrer. Bon, je vais lancer un certain nombre d'agrégations, je vais lancer un certain nombre de filtres, et puis je vais évaluer les sorties que j'obtiens. À partir de cette évaluation, je vais être capable de dire, un peu comme ce qu'a expliqué Thomas tout à l'heure sur le XGBoost qui nous sort des variables contributives dans le modèle, avec l'évaluation, on va pouvoir dire telle variable est contributive pour mon problème ou non. Donc on va pouvoir la sélectionner et l'utiliser dans notre modèle ou non. Parce qu'évidemment, sur l'univers de tous les agrégats qu'on va pouvoir produire, on va beaucoup tirer à blanc. C'est beaucoup des coups d'épée dans l'eau. Alors, le contexte, je le répète encore une fois, parce qu'il n'est pas forcément très naturel quand on est habitué à avoir une table centrale ou qu'on fait des challenges Kaggle, on est habitué à avoir une seule table sur laquelle on va faire beaucoup de travail justement de feature engineering comme l'a présenté Thomas. Mais ce feature engineering, on va pouvoir aussi le faire sur les tables périphériques qui sont naturellement présentes dans les bases de données. Et une fois qu'on a fait ce feature engineering, on va se poser la question, quelles données on va remonter dans la table centrale qui va être notre table sur laquelle on va apprendre. Donc, on se retrouve dans la situation que tu as posée tout à l'heure, où on a une table qui est en relation soit 1,1, soit 0n, et on va essayer d'extraire de l'information dessus. Donc, les opérateurs qu'on se fixe pour faire des agrégations, c'est des opérateurs classiques. On va compter le nombre de lignes associées à notre client. On va compter le nombre de... Donc, quand on est dans le cas des variables qualitatives, on va regarder le nombre de variables qualitatives distinctes qu'il y a pour un client donné. On va regarder quelle est la variable qualitative la plus fréquente
Sur des variables numériques, on va pouvoir faire des opérations classiques qui sont la moyenne, l'écart type, la médiane, le min, le max, la somme. Et puis, ces variables-là, une fois qu'on a construit ces opérateurs, on va avoir... on a déjà beaucoup de variables qui vont être construites. Il faut imaginer que ça va se dupliquer sur chacune des colonnes de notre table périphérique qu'on va avoir. Et donc, on est en train de parcourir un univers qui est très vaste, mais qu'on peut rendre encore plus vaste en utilisant des filtres. On va pouvoir dire, je vais filtrer sur les gens qui ont moins de 25 ans, plus de 25 ans, qui ont exactement 25 ans. Et puis, sur la nouvelle table qu'on va obtenir, on va pouvoir de nouveau construire ces agrégats à partir de ces mêmes opérateurs. Et là, je présente des opérateurs sur des variables numériques ou des variables catégorielles, mais on peut aussi en définir sur les dates, comme l'a dit Thomas, sur les heures. On peut même envisager des opérations sur les strings, enfin sur les chaînes de caractères, ou toute data que vous avez à disposition. Alors voici un certain nombre d'exemples de ce que ça peut donner à partir des opérateurs que je vous ai présentés. Donc, on peut par exemple compter le nombre de pages que notre utilisateur a visité sur le site. On peut compter le nombre d'opérations, la plus grosse dépense qu'il a fait. On peut compter quelle est la campagne marketing qu'il a le plus lue. Ou encore faire justement un agrégat un petit peu plus compliqué sur une table filtrée, qui est le nombre de pages, la durée des visites sur le site pour quand il a utilisé son téléphone. Alors, je vous ai promis qu'on allait essayer d'être intelligent sur comment on va parcourir ces données. Parce qu'évidemment, si on se retrouve à construire des agrégats sur les femmes de moins de 25 ans, ayant 8 enfants, ayant regardé Highlander 2 ou je ne sais pas quoi, on va se retrouver vite fait avec des agrégats qui n'ont soit pas de sens, soit qui vont rapidement vous emmener sur de l'overfitting parce qu'on est sur une population qui correspond exactement aux données d'apprentissage qu'on utilise. Alors l'idée, c'est commençons simple, et puis c'est surtout sur les données simples qu'il va y avoir de l'information, et puis au fur et à mesure, essayer de les compliquer en ajoutant des filtres. Donc au début, on va faire des filtres simples, tels que les gens qui regardent le site web sur un smartphone. Puis ensuite, on va regarder les gens qui regardent le site web sur un smartphone et qui restent plus de 20 minutes, etc., etc. Au bout d'un moment, on sait qu'on va avoir épuisé la base et que ça ne sert à rien d'aller de plus en plus loin. Parce qu'en fait, plus on va loin et plus on a un univers de données qui est immense et qui va prendre beaucoup de temps à explorer. Alors, je vous invite à lire cet article de recherche qui explique très bien pourquoi cette idée de cercle concentrique, il faut commencer par tout petit et ne pas aller trop loin. Ça évite justement le surapprentissage. Alors une fois qu'on a généré nos données, il va falloir, tous nos agrégats, il va falloir qu'on les évalue parce que c'est bien de les générer, mais il y en a beaucoup qui vont n'avoir absolument aucun intérêt ou qui vont être redondants en tout cas. Alors, je vais proposer une approche qu'a pas présentée Thomas, qui est un peu proche de la binarisation qu'il a évoquée. L'idée, c'est de discrétiser et de grouper, mais pas de manière en essayant d'être intelligent. Ce qu'on fait d'habitude de manière manuelle, on va essayer de le faire automatique. C'est-à-dire, on va essayer de trouver un compromis pour essayer de maximiser l'intérêt statistique de nos données et de minimiser la compression qu'on en fait dessus. Donc, plus une donnée compression au sens théorie de l'information, ça signifie on va faire des découpages, plus on fait des découpages, et plus on est sur une donnée qui encode exactement ma cible. Donc, on va essayer de trouver un compromis entre ces deux points. Et dans les algorithmes qui permettent de faire ça, il y a le key merge qui, lui, va favoriser justement l'information statistique qu'on va extraire, ou alors les algos de type Random Forest ou C4.5 qui vont, eux, justement chercher à optimiser la compression
Et si on va trop loin dans l'expérience, on risque d'overfitter. Et ci-dessous, des algorithmes qui sont plutôt pas mal pour justement essayer d'avoir un compromis entre les deux, entre la compression et l'entropie. Donc notamment M-Model qui complète l'approche tout à l'heure du feature engineering, toujours par le même chercheur qui s'appelle Marc Boulet. Et avant de finir, juste une petite formule qui explique qui justifie l'approche M-Model, où on a plusieurs niveaux qui permettent de voir justement l'aspect compression et l'aspect entropie. Et en minimisant cette formule, on arrive à avoir la discrétisation optimale ou les groupages optimaux. Et ça permet d'avoir des données qui sont à la fois white box et qui sont indépendantes du type aussi. Parce que ce type d'algorithme, ça va marcher aussi bien sur des données de type numérique que des données catégorielles. Et on va obtenir des groupements qui sont optimaux au sens justement de ce compromis entre l'entropie et la compression. On va avoir des groupes de population qui vont être plus ou moins corrélés avec notre cible. Donc là, par exemple, sur cet exemple, on voit que la majorité des gens sont moins appétentes à ma campagne marketing que les deux autres groupes. Donc on voit que plus on fait de visites, plus évidemment on a des chances d'acheter sur notre site, mais que la plupart des gens quand même ne reviennent pas beaucoup. Voilà. Hop. Alors, ça a été très vite, j'ai présenté peut-être un peu trop de choses, et on arrive avec cette technique à avoir une bonne complexité, c'est-à-dire notre algo est relativement rapide. On n'a pas de problème d'overfitting quand on utilise cet algorithme qui permet de discrétiser et d'évaluer nos données. Et ça permet, par construction, d'éviter l'overfitting. Et là, pour gagner un challenge Kaggle, il faut quand même passer par l'étape du feature engineering qu'a présenté Thomas. Voilà. Ok, super. Remerciements, applaudissements. On passe aux questions, on continue. Alors, question. Qui veut attraper la box? Remarque, ça vous fait peut-être un peu de... Ah si, quand même. Ok. Bonsoir. Une petite question. J'aimerais juste savoir à quel point est-ce que tu fais intervenir les gens du business qui connaissent justement la cible d'un point de vue pratique et à quel point tu les fais participer en fait à ton travail de connaissance de la donnée et à ton data featuring. Alors, tu es obligé de passer par l'expertise métier parce que généralement, les données sont faites par des ingénieurs qui n'ont pas spécialement une vision métier, donc tu te retrouves avec des données qui sont très éloignées de ce que tu souhaites faire comme thématique machine learning. Donc, si tu arrives dans une boîte et que tu connais absolument pas les données, tu es quand même obligé de passer du temps avec un expert qui les connaît, qui va t'expliquer que telle information, tu peux la relier de telle manière à ton client, que ton contrat, tu vas pouvoir le relier par ce biais-là, qu'il a résilié parce qu'il y a telle information dans la colonne. Ça, tu ne peux pas l'inventer. Donc, tu es obligé d'avoir une connaissance métier qui te permet de préparer ta donnée à moindre coût, on va dire. Par contre, là, ce que je te propose, c'est d'éviter l'aspect est-ce que cette information est importante à enlever le biais humain sur je me pose la question de comment je vais est-ce que je remonte cette donnée-là. Tu te la poseras après. Laissons la machine. Je remonte. Quelles données je vais agréger dans ma table? D'accord. Quelles données, est-ce que le nombre de pages visitées, c'est corrélé avec mon problème? Peut-être pas. Ça, c'est mon biais humain qui me dit que oui, c'est certainement intéressant. Bon, dans les faits, l'expert, il a toujours son mot à dire et il a souvent raison parce qu'il connaît très bien ses données. Par contre, il y a des petits biais qu'on a en tant qu'humain et que la machine, elle n'a pas et qui, des fois, on trouve des pépites. Et ces pépites-là, on les a en faisant de l'automatique.
Ok, une approche mixte. Question? Merci. Est-ce que vous n'avez pas de problème de qualité de données pour commencer en général? Et Si, bien sûr. est-ce que ça... Donc, comme visiblement vous choisissez un peu vous, selon des considérations métiers les variables que vous croisez, peut-être que vous évitez les problèmes de qualité de données, je ne sais pas. Alors, La question, c'est quoi la stratégie? C'est un peu vague. Oui. Comment vous faites quand vous comparez et quand vous essayez de corréler des données pour éviter des problèmes liés aux qualités des données? Alors, soit les données sont mauvaises et à ce moment-là, elles vont être non contributives. Et soit l'expert nous dit, là, il y a un problème, il faut retravailler sur ce point. Et on va travailler avec lui, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut nettoyer la base. Soit le biais qu'il y a dans les données peut aussi jouer en faveur du modèle en fonction de comment c'est renseigné. Vu que l'objectif, c'est quand même d'apprendre sur les données du passé, avec un peu de chance, ils n'ont pas été nettoyés dans les données du présent. Quand on va chercher à scorer pour faire notre campagne, on va avoir le même biais qui apparaît. Et donc, finalement, ça se compense. D'accord, merci. J'ai une autre question, excusez-moi. Vraiment très rapide. Oui, très rapide. Est-ce que vous avez déjà pensé à prendre un échantillon aléatoire de vos données pour pouvoir étudier plus de variables? Ah, bien sûr. Là, je suis parti du concept qu'on allait pouvoir explorer tout de manière exhaustive, mais bien sûr, faire un filtre dès le départ sur l'ensemble des clients sur lesquels on va apprendre, ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'explorer beaucoup plus loin, bien sûr. Ok. Bah, merci Jean-Baptiste. Remerciements. Sur le Twitter de ML Paris, donc ML Paris ML Group, j'ai dit les 2-3 meetups qui étaient en ce moment pour le mois de mars, et je n'ai pas inclus les nôtres. Il y en a encore 2 autres qui sont vraiment des hors-série sur l'entraînement sur Spark. Donc on aura 2 workshops. Ouais, 2 workshops qui seront exactement sur la même chose. Donc pas besoin de venir aux 2, sauf si vous passez en milieu. On répète 2 fois l'atelier 1 avec entre 25 et 30 places à chaque atelier. Mais vraiment, le motto, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ne viennent que les gens vraiment morts de faim de Spark. Donc si vous avez juste un vague intérêt, voilà, il ne faut pas venir, il n'y a que 25 places. Donc en fait, on remplit les places qu'avec des gens au taquet sur Spark. Et c'est un workshop, c'est un atelier. Et donc vous venez avec votre machine et on code. La grande nouvelle de la journée, c'est que Kaggle a quand même été racheté par Google. Ah bon? Donc séparément, oui. D'accord. Okay. Tout le monde n'est pas au courant. Non. Donc voilà. On ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas le. Sineb, tu as la prochaine? Oui. Voilà. Voilà. C'était une annonce. Débutant complet. Donc si vous êtes un expert intersidéral, ah oui, non. débutant complet. Tu as le micro, Sineb? Oui. Alors bonsoir. Je m'appelle Zineb Lamrani. Je profite de ce meet-up pour vous présenter très brièvement mon projet d'entreprise parce que je suis à la recherche active d'associés. Je viens d'une formation d'ingénieur de l'INSA Rouen où j'ai fait particulièrement des mathématiques et de l'informatique. J'ai ensuite travaillé 4 ans chez Bolloré Africa Logistique. Ensuite, j'ai décidé de me lancer dans le monde de start-up, de création d'entreprise. Je suis une grande passionnée de la mode, une fashion victime, d'où mon sujet d'entreprise. En fait, l'idée m'est venue en discutant avec plusieurs fashion victimes aussi comme moi, et avec des blogueurs, des commerciaux dans le secteur de mode, que des consommateurs comme moi qui s'investissent
beaucoup d'achats de belles pièces et qui ne savent pas comment les mettre, ni avec quoi pour les mettre en valeur. Donc, je me suis dit que développer une application qui fabrique automatiquement des looks selon un input, photo ou style ou autre, pourrait être une bonne idée. Pour l'instant, je vois deux visions de l'application. Une vision B2C à court terme pour des passionnés de la mode et une vision plus intéressante pour gagner de l'argent. B2B, ça c'est, je mettrai à disposition des marques comme Sandro par exemple pour booster leurs ventes hors solde. Et pour orienter leur catalogue, pour une meilleure prise de décision de leur catalogue en temps réel. Donc, j'ai commencé à discuter avec un commercial du SMCP, du groupe qui détient Couple Sandro, qui sont intéressés par l'idée. Voilà, pour l'instant, je travaille j'approfondis mes connaissances en machine learning parce que même si j'ai fait quelques trucs à l'école, c'est un domaine assez difficile. Je suis à la recherche de d'autres marques pour tester l'idée. Je cherche donc quelqu'un pour m'aider parce qu'il y a une grosse charge de travail, qui a des bonnes connaissances en machine learning, qui a envie qui a envie de créer une boîte, qui a envie de prendre des risques, un ou plusieurs. Hein. Et du coup, je vous laisse mes coordonnées si vous êtes intéressés. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ceux qui sont intéressés, ils discuteront avec Zineb pendant le cocktail. On ne va pas prendre de questions. Voilà. On enchaîne. La recherche de stage. Il y avait quelqu'un qui avait un stage. Il est où? Ah, voilà. Alors. Bon, bah, je me présente en attendant. C'était celui-là. Hein. Oui, c'est ça. Non, c'était j'ai vu de celui-là. Pardon? Celui-là. Ah oui, pardon. Donc, je suis mathématicien. En fait, je suis maître de conférence à l'université et j'ai enseigné cette année un cours de machine learning. Et en fait, Yael Frégier, pardon. Et donc, je cherche un stagiaire rémunéré pour faire un projet de recherche, enfin, qui a deux parties. Donc, la première partie concerne la reconnaissance de vraies signatures par rapport à des fausses signatures. Ça peut être voir des applications en sécurité dans la banque. Et la deuxième partie serait un projet de colorisation d'images en noir et blanc. Donc, bon, c'est intéressant de savoir faire ça, mais c'est aussi intéressant pour la compression d'images. Ça coûte moins cher, ça. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre ce problème-là? Donc, par exemple, ici, on peut voir les vraies signatures comme formant une sorte de surface. Et les fausses signatures, donc les fausses signatures sont les points qui sont ici. Et donc, on aimerait avoir un système qui puisse se discriminer les uns des autres. Voilà. Et donc, ça, c'est quelque chose que la discrimination, ça, c'est quelque chose qui est bien connu en machine learning avec les réseaux de neurones, au fond. Par contre, celui-là a été plus difficile parce que c'est un problème génératif. Étant donné une image noir et blanc, si ça, c'est des images en couleur, comment générer une image en couleur ici? Donc ça, c'était quelque chose qu'on ne savait pas faire jusqu'à il y a à peu près un an, mais depuis, on sait le faire. Alors, un problème qui a été résolu similaire, c'est par exemple le problème de prédire les images. Donc, on suppose qu'on connaît les n premières images, on voudrait savoir quelle est la n plus unième. Et ça, le problème, c'est que si on a appris ces n plus une, si on a appris différents films, si on a une image ici, qu'on veut prédire la n plus unième, les réseaux de neurones font des moyennes et on a quelque chose de flou. Donc, en fait, ce qui a permis de résoudre ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux adversaires. Donc, ce qui permet, au lieu d'avoir une image floue, d'avoir des images claires. Et comment ça marche? En fait, ça marche en entraînant deux réseaux de neurones en simultané. Un qui va essayer de faire des images qui seront là-dessus. Donc, au lieu d'être ici, on voudrait qu'elles soient là. Et un deuxième qui essaye de discriminer entre les points qui sont en dehors de la surface et ceux qui sont sur la surface. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle les réseaux adversariaux. Et par exemple, si ici, c'est la surface des vraies images de chambre et qu'ici, on met un texte en disant « je veux un lit avec des draps blancs et des choses comme ça », et ben,
ça génère des vraies images qui sont ici parce qu'on a pris la surface et pas à la moyenne des points. Donc du coup, moi, ce que je propose, c'est d'appliquer cela pour générer les images. Et quelque chose qui, je pense, donc ça, a priori, ça doit être faisable. Et aussi, un point de vue, c'est qu'on a surtout utilisé ça pour générer, mais je pense que ça va avoir des meilleures, si on utilise le discriminateur, ça peut avoir des meilleures propriétés de discrimination. Donc, je pense que pour ce problème de discrimination entre les fausses signatures et les vraies signatures, la partie discriminante du réseau adversaire peut servir. Voilà. Donc, je vous dis juste mon nom et mon adresse. Donc, c'est pour des étudiants licence maîtrise, voilà, ou autre. Stage rémunéré? Rémunéré, oui. Oui, rémunéré, oui. Okay. Oui. À Paris, ça peut être à Paris, oui. Ça peut être sur Paris, oui. Ça peut être en remote. Tu n'es pas à Paris, en fait. Si, en fait, je suis sur Paris. C'est-à-dire que là, je suis en CRCT, donc je suis vraiment sur Paris. Dis-moi la même chose. Tu es sur Paris aussi. Voilà, tu es sur Paris. Edmund. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Yael. Tu mets, je t'annonce la chose. Ok. L'idée du dernier talk, donc on va avoir 10 minutes. C'est réellement comment écrire un article. L'idée centrale ici, c'est que il y a beaucoup de jeunes parmi nous, enfin d'autres qui sont un peu moins jeunes. On va voir quelques trucs pour faire en sorte que ce que vous écriviez soit admis plus facilement par des journaux, ou voire même soit mieux lu sur Archive, qui est pas réellement le... Vous m'entendez là? À peine. Vous m'entendez là? C'est mieux. Ouais. C'est mieux. Ok, on a le bon niveau de son, c'est bon, tout le Allez, monde est vas-y. heureux. Je suis entre vous et le dîner, on va boucler en 10 minutes, ça vous dit? Ouais. Alors, qu'est-ce que je fais? Et flèche gauche, c'est ça? D'accord. Ok. Ok, c'est bon, je me time aussi. Alors, ok, on peut faire ça en anglais. Combien de gens veulent l'anglais? Combien de gens veulent le français? Okay, let's do it in English, okay? Okay, let's do it in English. So, my name's Edmund Ronald, okay? I used to be an interviewer, I used to be a journalist. I'm used to being the dumbest person in the room, more or less, but today I'm also the oldest. It's a bit annoying. Anyway, I was a tech journalist. I did a few universities. I did Telecom in Paris. I attended the computer lab at Cambridge University. Then I was a tech journalist, and I went back to school, École Polytechnique, to get my PhD in machine learning. So I know a little bit about this stuff, but not like you people, of course, because you're younger. However, I also published a bunch of papers. You can see the beginning of my bibliography on the right. So I actually have published papers, including in CACM, IEEE Computer, etc. I think I probably have published, because of my age, as much as most of the people in the room. I was also the founder of a conference called Artificial Evolution, which I think still exists, basically. So I was one of the founders and publication chair for 1 or 2 of the editions. So I know how this game works. So the point about this talk is that I'm going to explain to you what the rules of the game look like from the other side, okay? The other side of the mirror, the one you don't know about, which is how conferences are organized and how they are reviewed. And that allows you to understand the maze a little bit better and maybe to improve your papers, because I want to see some better papers. That's one of the reasons, okay? And now, the first thing you need to know when you're going to write a paper is you need to know that by the time you sit to write, you've already made too many decisions in a way. You've decided where you're going to publish it. That's really, 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 really important. We're going to come to that. You already have your results very often. Well, too bad. If you have the results, they're not going to change. That's a decision which goes into the paper. It's going to determine the publicability of the paper, at least hopefully so. We're going to see that's actually not true. So anyway, before you sit down to write this paper, have a look at what you actually have, because maybe it's better to go back to the actual computer and simply try and figure out if you need more stuff before you write. And above all, choose a better target, a better conference or journal to send it to. Now,
let's try and understand how conferences work. I'm sorry, Frank and Igor. May I give a few of the secrets away of this game? Just a few, okay, not too many. The way this works is conferences have several tiers. At the bottom, of course, are you guys, well, most of you, the people who send in some stuff to be published, hopefully. We'll come to the reason for that later. Above that is something called a program committee, who are scientists, people who are really very solid in the field, who read the paper and at least set the review guidelines and determine what is a good paper or not. Excuse me, is there a problem there? Or no, okay. And very often the program committee, they set the guidelines, but then they farm out the actual reviewing to some poor grad students in their lab. That's not very good, actually, because the grad students sometimes have maturity issues, and also they are also fashion victims. It doesn't always help. That's my personal opinion. I think I'm allowed to have a personal opinion today, just today, okay? And then at the very top is an organizing committee, who are not necessarily scientifically oriented. They may be wanting to ensure the success of the conference. They don't want everybody to just be Google, Facebook, and I don't know, Palantir or whatever. They want some people from all over the world to come. They want the reputation of the conference to be fun and heavyweight and everything. So they actually go into this process, and after the papers are validated, they sometimes choose some of the papers to appear, not appear, etc., because you can't have, say, 20 papers from Google in the same conference and 0 from anybody else. I hope I make sense. Now, here is a review form, and you see that what's actually happening is that the topic is a very strong indicator. You have to be on topic, and this is an IEEE standard form. So the IEEE, you know, the Organization of Engineers, has a standard form. When you organize a conference, you very often choose it. And so the thing is, you have the results. Very often you have the originality. In this case, there's not a lot of originality in here in this review form because it's IEEE, so IEEE doesn't care about originality. And you have a lot of points for presentation. Does it have the appropriate number of references? Is the abstract properly written, etc., etc.? Some of this you can be asked to rewrite, but not everything. Okay, so I have another 4 or 5 minutes to go. Am I right, Igor? I've got 5 minutes, 5 slides. Are we happy with that? Good. So this is the situation. Now let's try and understand what it actually looks like. At the very top of every conference are 10 or 20% of papers which are actually going to get published no matter what. The reason is they've been published by people who are very good, who have very good teams. So anything which comes out of those teams and is validated is first rate, okay? Lots of energy there. The organizers are, I'm not making this one up, dead frightened of these people. It used to be organizers were dead frightened of Caltech, MIT, Stanford, and I don't know, maybe Harvard Business Review, for all I know. So what these people send in always gets published in some way, except if they send in too many papers, and obviously there's a cutout. At the bottom, you have people who send stuff which is badly written, which is simply not appropriate for that forum very often. The results aren't there. It's just chucked out by a grad student who wants, who's hoping he'll get a paper in somewhere, etc. So these papers go into the trash bin immediately. They don't get anywhere. And in the middle, well, sorry folks, that's you. And as you'll see, if you'll chase up the last reference, which I'll give at the very end of this talk, NIPS ran an experiment some years ago, I think they might still be running it, where they have some of the papers re-reviewed by a different program committee, different set of reviewers, simply segregated, okay, it's a double-blind thing, and they noticed that actually, basically, getting papers from this middle bunch published is a lottery. There's no reproducibility about it, practically none. You can read it up. I've given one reference. Just read up NIPS experiment, type it into Google. Now, my recipe, the next 3 minutes is, how are you gonna actually get your paper published? Well, it's simple. You're gonna be a useful fish. Everyone is gonna like you. Why? You're going to have a nice paper, so the people
who run the conference like you. It's nicely presented. The people who come to the conference are going to like you because you're going to tell them something. You won't tell them that the result exists. They know that already. You're going to tell them how it's usable. In other words, the reproducibility of something is in science also considered useful information, okay? That's the scientific method. An applications paper is essentially reproducing something, some method somebody else has used in your context, explaining the way you adapt the core algorithms to your domain. And very often, if say in signal processing, this means that somebody else seeing the type of signal getting processed and the pre-processing steps, say from an encephalogram, will be able to move to an electrocardiogram or something. And so it becomes a reusable recipe. How do I use deep learning to do this? What pre-processing steps are necessary? So you're going to be a pilot fish. And to do this, you have to write a really readable paper, okay? That's really important. So you have to spend time on it. You need time to write. Put that forward, but you can write the introduction long before you write the results. You can start writing the introduction when you start your PhD, basically. You can do it a long time before. You already know what you're going to working on. You know what the pre-processing steps are already. Put them in the paper. The reference is the same thing. You have to put a lot of references in. If I go back to this form, they actually ask whether the references are there, I think. That's very important. People want to be cited. Put the references in. And write the introduction, references, etc., and pre-processing well ahead of the deadline before you have your results. Explain your application, not the core algorithm. You're not the inventor of it. Google or somebody is, okay? Or I don't know, stochastic gradient descent is probably 30 years old. You're not going to explain it any better than anybody else. Or deep learning, the latest, the latest network, which is winning the competitions. If you're just cutting the head of that and using the body, you didn't invent it. So don't explain that. Explain your application and the pre-processing. That's important in an applications paper. How other people are going to do the same thing as you, okay? Not just that you did it, which we'll leave to the guys at the very top. Now, there's a rule of thirds. The third of the paper, in my opinion, now this is just my recipe, I'm giving it away to you. The rule of thirds is the third of the paper should be understandable by just anybody who opens the thing. Yeah, just about anybody who's a computer scientist or somebody in the applications field. A third should be understandable by people who either know about the applications or about machine learning. One helps you on the other side, the other helps you on the first side. We're talking now about an applications paper. We're actually talking about an applications paper. I don't have time to deal with every type of paper in the next 2 minutes, okay? And a third of the paper is really specialist, and that's where the core implementation details, discussions, etc., like the feature engineering stuff, which we talked about earlier goes, okay? Thank you. And my last words are, if you get accepted, do yourself a favor. That paper is going to stick around for a long time. Just polish it a little bit, improve what's bad, what needs to be a bit improved. If you get rejected, just have a look at the comments. There are some comments. And resubmit after you've dealt with them. And by the way, here's this talk about the NIPS experiment. You can see the overlap. Papers which get accepted by one don't get accepted by the other program committee, etc., and vice versa. It's a lottery, folks. Thank you very much for your time, and bye. Oups. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai toujours appris de ne pas être entre des gens qui ont faim et leur bouffe. Et donc, en fait, Alain, les pizzas sont là, c'est ça? Je vous remercie pour votre patience avec le matériel et merci d'être là. N'hésitez pas à rester. Si vous voulez remettre quelques chaises contre ce mur ici, c'est top. Voilà. On remercie Algolia de nous avoir accueillis. Le prochain meetup, c'est le 15 mars pour le workshop sur Spark. Voilà, merci à vous. Je te l'ai pas. Ah oui. Attends.
Voilà, tu tiens, on sent qu'il y a une valeur, sentimentale. C'est Igor qui me Merci. Ok. C'est moi qui te remercie. Non, au niveau timing, c'était vraiment parfait. standard. C'était très très fort. Oui, mais je n'en sais pas. Je t'avais prévenu, j'ai l'air comme ça, il y a un changement de mode. Je t'ai prévenu de ça. La prochaine fois, alors.